Moi, ce que je vous propose, ce qu'on m'a proposé, c'est de revenir un peu sur mon parcours, parce que je ne me suis pas lancé un peu sans filet et j'ai préparé un peu le début de freelance. Après, je parlerai du podcast et le lien, pourquoi je l'ai fait, comment je le fais et le lien, comment est-ce que ça s'intègre dans ma stratégie de positionnement et de freelance. Et puis ensuite, on creusera un peu le sujet du positionnement parce que c'était un sujet qui était revenu et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. J'essaierai d'être le plus concret possible. Et ce que je vous propose, c'est, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si je vais trop vite. J'essaie d'être le plus transparent possible. Si vous avez des questions sur les chiffres, sur les revenus, sur les clients que j'ai, il n'y a pas de souci, je dis tout aujourd'hui. Ça marche ? Du coup, moi, je me suis lancé en freelance. Alors, j'ai commencé en side project à côté de mon job l'année dernière, donc à peu près en avril 2018. Et donc, c'est au moment où, effectivement, je travaillais chez Crème de la Crème. Ils sont venus me chercher. Pour refaire rapidement l'histoire juste avant, ils sont venus me chercher parce que j'écrivais déjà beaucoup de contenu, notamment sur une plateforme qui s'appelle Medium, donc qui permet de créer du contenu gratuitement, sans se prendre la tête sur un WordPress, sur la partie technique. Et donc j'ai commencé à créer pas mal de contenu là-dessus. Je commençais à poster quelques posts sur LinkedIn et un peu comme ça, ils cherchaient des content managers. Il y a aussi une pénurie sur ce genre de job en CDI. Et donc je suis arrivé dans ce contexte-là et très vite par opportunisme, j'avais pas tout de suite l'idée de me lancer en freelance. J'ai plus pris des demandes clients qui sont venus, donc ça a commencé par des déjeuners où les gens me demandaient un peu leur avis sur le dernier contenu qu'ils avaient produit, sur leur blog, sur leur stratégie, etc. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu professionnalisé et donc j'ai commencé à facturer en accompagnant 2-3 clients sur à la fois de la stratégie, donc qui me prenaient un peu moins de temps, et sur certains clients avec lesquels j'avais vraiment envie de travailler où j'ai commencé sur la production. Donc globalement, j'ai fait ça d'avril à novembre 2018 et donc je faisais ça le week-end et le soir, donc je connais le rythme assez chargé qu'on peut avoir en cumulant un job et le freelance. Je fais ça pendant donc à peu près 7-8 mois et en décembre, je décide de partir de la boîte pour des raisons à la fois personnelles, de vision, je me retrouvais plus forcément dans la boîte. Et là, je me suis dit, est-ce que je reprends un job ou je me lance en freelance ? Je sentais qu'il y avait une opportunité marché donc en gros ce que je fais aujourd'hui c'est du copywriting et du content marketing. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde ou pas ? Ouais ? Ok, du coup donc en gros je sentais qu'il y avait une opportunité marché parce qu'en étant sur une plateforme de freelance, je me rendais compte qu'il y avait du monde mais beaucoup de bruit et peu de personnes arrivaient à avoir un positionnement super clair, en étant super affirmé, en ayant une typologie de client ultra précis. Et il y avait un nivellement, de mon point de vue, et c'est ultra personnel, mais il y avait un nivellement des prix par le bas, ce qui fait qu'on avait le sentiment qu'être rédacteur ou créer du contenu, c'était ultra précaire, on ne gagnait pas d'argent, etc. Alors que je vous expliquerai après pourquoi, pour moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Et donc je décide avec quelques clients de me lancer parce que je me suis dit, si je ne me lance pas maintenant, je ne le ferai jamais. Moi, j'avais la chance de ne pas avoir de prêt, je suis en location, j'ai pas d'enfants, etc. Et je me suis dit, là, c'est l'opportunité, je quitte ma boîte, plutôt que de me relancer dans un nouveau projet. J'étais aussi un peu fatigué d'être dans un projet un peu plus collectif. Je voulais aussi me prouver un peu à moi-même que j'étais capable de me débrouiller tout seul, de facturer tout seul mes prestations et de me prouver un peu que voilà, je pouvais créer quelque chose de mes propres mains. Je fais souvent la comparaison de l'artisan freelance. Moi, c'est ce que je suis venu chercher au-delà de l'argent, la liberté, etc. Il y a 2 choses que je suis venu chercher en étant freelance. C'est premièrement le fait de faire des choses et d'avoir un vrai impact côté client. Alors même quand on est en start-up, on se dit qu'on a beaucoup d'impact. Il se trouve que généralement, on n'est pas autonome, le scope est pas non plus, le périmètre d'action est parfois assez limité et on n'a pas non plus la totale maîtrise de ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça va être correctement implanté, etc. chez le client. Là, en freelance, dans la boîte, j'ai sur tout le funnel marketing, je vois les résultats, je vois je vois la transformation ou pas dans les entreprises. Donc c'est ça qui m'attirait. Et deuxième, c'était avoir des projets plus créatifs à côté. Et donc le podcast est un bon exemple et c'est pour ça que notamment Hélène m'a connu. Et donc je voulais avoir ce temps-là. Donc voilà un peu pour vous faire comment est-ce que je suis arrivé freelance. Et donc aujourd'hui, je suis freelance à temps plein depuis à peu près 6 mois. Donc j'ai commencé en gros en janvier 2019. Et donc si vous voulez, je reviendrai après sur la partie client, prospection, etc. Parce que moi, je suis encore dans ton cas où j'ai aucune prospection à faire. Je travaille, j'ai eu un client via une plateforme, sinon je n'utilise pas de plateforme de freelance aujourd'hui. Donc je pourrais revenir là-dessus de comment est-ce que j'ai fait. J'essaye de l'expliquer, même si il y a aussi peut-être une part de travail qui a été fait tout au long des dernières années.
Et donc, en gros, je me lance en janvier et en mars, dès janvier, je me dis c'est l'occasion j'écoutais beaucoup de podcasts, ça fait à peu près 3 ans. La grosse vague de podcasts en France a été avec Antonin Archer et Nouvelle École que vous connaissez peut-être. Moi, j'écoutais un peu de podcasts américains, beaucoup de podcasts français. Et là, je me suis dit, il y a un peu trois facteurs. Le 1, c'était l'opportunité marché. Si on parle un peu business, c'est que le freelancing, on en parle, mais je trouve pas de la meilleure des manières. C'est-à-dire que les médias en parlent, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Les plateformes en parlent, mais avec leurs biais à eux qui sont trouver des clients. Et puis toute la communauté d'infopreneurs, web marketeurs, etc. qui en parlaient aussi, mais avec leur biais de formation, etc. Je trouvais qu'il n'y avait pas de contenu qui levait un peu les tabous, ultra vrai, qui aille en profondeur sur les parcours des gens, comment est-ce qu'ils ont réussi, c'est quoi leurs échecs, les difficultés, etc. Et donc le podcast, je me suis dit, il y a un truc à faire sur le podcast, il y a des gens qui commencent à l'écouter, c'est des formats longs, un peu plus intimistes. Et donc je commence à tester ce format. C'était aussi un format sur lequel j'avais envie de tester, de passer de consommateur à un peu acteur. Et donc voilà comment je lance ce podcast-là. Et je le lance en mars 2019, avec l'objectif de sortir un épisode par semaine, donc tous les mercredis, entre 17 et 18h. C'est pas si régulier que ça, mais en gros tous les mercredis, sans faute, il y a un épisode du podcast qui sort. Et l'idée, effectivement, avec ce podcast-là, c'est déconstruire les mythes autour du freelancing. Donc les mythes d'un côté sur le fait que c'est précaire, c'est une galère de gagner de l'argent, c'est compliqué d'en vivre correctement, etc. Et de l'autre, en fait, être freelance, c'est bosser 2 heures, être dans son canapé ou être sur une plage avec les genoux, avec l'ordinateur posé sur les genoux. En fait, ça, c'est des extrêmes et il y a 90% des freelances qui s'en sortent très bien, qui bossent, qui ont des difficultés, etc. Et c'est un peu ces gens-là que je voulais mettre en avant via le podcast pour donner un peu une nouvelle image du freelance à ma petite échelle sur ce projet. Donc voilà un peu comment je l'ai créé et pourquoi je l'ai créé. Je ne sais pas si vous voulez que je revienne un peu sur la créa, comment je trouve les freelances. On pourra peut-être en reparler après, comme vous voulez. Sur mon process de podcast. Je peux en parler rapidement. En gros, l'idée, c'est des conversations assez longues. Il y en a qui l'ont déjà écouté ou pas ici? Ok. Donc en fait, c'est des conversations assez longues, donc c'est entre 1 heure, 1 heure et demie. Et l'idée, c'est il y a 3-4 sujets. Donc on revient beaucoup sur le parcours et après il y a 3-4 sujets. Donc ça peut être le positionnement, ça peut être trouver ses premiers clients, ça peut être construire son offre, ça peut être mettre à l'échelle, scaler son business, ça peut être trouver d'autres sources de revenus. Et donc on creuse dans les détails la plupart de ces sujets-là. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de freelances qui sont dans des univers un peu marketing, start-up, consultants. Et là, je tends à aller plutôt vers des créatifs, aller vers aussi des créateurs de contenu qui sont avoir un scope un peu plus large. Voilà sur le sujet. Sur pourquoi et comment est-ce qu'on pose souvent la question de la passerelle entre ce podcast-là et mon activité de freelance. En gros, moi aujourd'hui, ma cible, elle n'est pas du tout freelance. Je vends rien des freelances, j'ai pas de formation, j'ai pas de contenu exclusif, j'ai pas de bouquins, j'ai rien pour l'instant. Donc effectivement, la cible du podcast, c'est plutôt des freelances comme il y en a ici. Là où ma cible client et business, c'est plutôt des startups en B2B, plutôt du SaaS, donc du logiciel, donc un univers un peu plus tech. La passerelle, elle ne se fait pas directement, mais elle rentre dans une stratégie plus globale de contenu et de visibilité. En gros, j'ai aussi fait le podcast pour gagner en notoriété et en visibilité sur le freelancing, pour être identifié comme quelqu'un qui parle de freelance et qui peut être associé aux personnes que j'interroge. Donc de graviter dans cet écosystème-là, puisque j'étais assez nouveau dans le milieu, je suis encore un tout jeune freelance qui a un an de freelance dans les pattes. Donc l'idée, c'est que je voulais aussi grossir cette communauté, grossir mon réseau. Et donc j'ai pas de business direct qui vient, ou j'ai très peu. Alors j'en ai j'ai appris ça ce matin, un client qui m'écoute religieusement chaque semaine. Mais globalement, le podcast n'est pas directement lié à mon activité et mon business. En revanche, il me permet de gagner en visibilité, notamment sur LinkedIn, par leur partage des invités et par tous les posts et le contenu que je fais avec une newsletter, avec des résumés hebdo, etc. Tout ça me permet de rayonner entre guillemets sur un tout petit écosystème parisien pour l'instant auprès de ma cible startup plutôt B2B. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce podcast-là, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Danilo, mais ça fait partie d'une stratégie de contenu globale qui est très liée au positionnement,
Pourquoi? Parce que en fait, le positionnement, il se crée d'abord par le contenu. Et quand on pense contenu, il ne faut pas penser nécessairement je fais des articles de blog, je vais créer mon blog, etc. Pourquoi? Parce que déjà, tout le monde n'a pas l'envie de le faire, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et du coup, on se dit, ok, mais en fait, on me dit de créer du contenu, ok, je vais faire un blog, mais je ne sais pas le faire. Et donc, du coup, résultat des comptes, je fais rien. Le podcast est un contenu comme un autre. Faire un post LinkedIn par jour, ça reste un contenu. Faire une newsletter toutes les semaines, c'est un contenu. Faire des cas clients, faire des vidéos, tout ça, c'est des types de contenus qu'on peut faire. Si je reprends du coup la partie positionnement, je me suis pris quelques notes et tout ce que je vous dis vient aussi de mon expérience. Aujourd'hui, moi, je considère que je n'ai pas encore un positionnement ultra précis et je challengeais justement Danilo qui est passé sur le podcast sur son positionnement de consultant Facebook que moi, je trouvais pas encore suffisamment très précis. Et donc tout ce que là, je vais vous donner comme conseil et les retours d'expérience, c'est des retours que je prends, notamment des épisodes que j'ai pu avoir avec Rémi Rivas, avec Louis Grenier qui travaille chez Hotjar et qui a aussi un podcast sur le marketing américain. La première chose à se dire, c'est quand on pense positionnement, on se dit toujours ok, qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter à mes clients, comment est-ce que moi je peux me positionner, comment est-ce que je peux sortir du lot, etc. Je pense qu'il faut qu'on prenne le problème à l'inverse et qu'on se dise comment est-ce que j'ai envie d'être perçu par mes clients. Et ça, en fait, c'est une question qu'on ne se pose pas parce que, en fait, si on se la pose comme ça tout seul chez soi, dans son canapé, on n'a pas la réponse. Et donc, pour moi, c'est avant de penser à soi et de se dire voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de parler comme ça, j'ai envie de communiquer là-dessus, j'ai envie de dire ça, il faut se dire ok, ma cible, elle est potentiellement des startups, des assos, des grands groupes, des PME, des TPE, peu importe. Qu'est-ce qu'elles ont envie d'entendre et comment est-ce qu'elles ont envie que moi je sois perçu par les décisionnaires, les acteurs. Ça, c'est ultra important et du coup ça sert à rien effectivement de se regarder, mais c'est d'aller sur le terrain et d'aller poser des questions à ses clients et à ses prospects. Je vais revenir comment est-ce qu'on fait ça concrètement, quelles sont les étapes. Il y a aussi un sujet sur le positionnement. Moi par exemple, je recommande les freelances notamment les jeunes freelances qui veulent se lancer, me contactent après avoir écouté le podcast généralement en me disant voilà, j'ai écouté ton podcast, tu dis de te positionner, ok, comment je fais, moi je ne sais pas faire grand chose pour l'instant, j'ai pas de compétences ultra précises, comment est-ce que je fais? Moi il y a un truc qui est important, c'est que je pense que c'est pas la bonne stratégie de se positionner, d'être ultra précis dès le début de son activité. Typiquement, moi je me suis laissé à peu près 6 mois, alors j'étais quand même spécialisé entre guillemets sur du copywriting et du content marketing, je ne faisais pas de marketing général au sens large, mais je pense qu'il ne faut pas se fermer de porte, il ne faut pas se fermer d'opportunités sur ses clients, même sur ses missions. Moi il m'arrivait sur les 6 derniers mois de prendre des missions qui étaient qui sortaient un peu de ce que je savais faire, mais au moins ça me permettait de me tester, voir si j'étais capable de le faire et voir si les clients derrière étaient contents de ce que je faisais, de ce que je produisais. Et j'ai bossé avec plein de boîtes et pas que des startups, j'ai bossé avec des grands comptes, j'ai bossé avec des startups dans des grands comptes et tout ça en fait c'est des sujets différents. Donc il y a un truc à retenir, c'est je pense que se positionner dès le début quand on se lance, c'est potentiellement une erreur, c'est ce qu'on entend souvent sur internet et moi c'est pas ce que je conseille. Je trouve que le périmètre 3 mois, 6 mois est bien ça nous permet d'avoir 5, 6, 7 clients potentiels, de tester et déjà d'avoir une confiance en soi, de gagner un peu d'argent, de commencer à tisser un peu son réseau pour prendre le moins de risques possible. Pourquoi? Parce que en fait choisir un positionnement précis et il faut être hyper à l'aise avec ça, c'est se fermer des portes et c'est refuser des clients. Moi aujourd'hui je refuse des clients, notamment des clients qui me contactent sur du B2C, donc directement vers le consommateur. Moi ça ne m'intéresse pas parce que je pense que je ne suis pas le plus légitime et le meilleur. Et donc ça oblige à se fermer des portes. Et donc si on se ferme des portes dès le début, c'est déjà assez compliqué de se lancer. Si en plus on se ferme des portes, c'est compliqué. Il y a aussi une chose intéressante, c'est que là moi je suis vraiment dans le processus où je commence vraiment à me poser des questions sur ce que les clients ont envie d'entendre sur le content marketing, ce que moi j'ai envie de dire et comment j'ai envie de me positionner sur cette thématique-là et sur ce sujet-là. Et je me rends compte que le positionnement, il n'arrive pas du jour au lendemain où je me dis ok, j'ai brainstormé sur une feuille blanche pendant 3 heures et puis le lendemain je me réveille et hop, j'ai mon positionnement. C'est très lié à ce que j'appelle moi les effets cumulés. Alors c'est valable pour plein de projets, c'est valable pour des podcasts, c'est valable pour des vidéos quand vous regardez des créateurs sur YouTube. Cet effet cumulé là, c'est chaque jour je rajoute une petite brique, chaque jour je rajoute une petite étape
et au fur et à mesure, tout ça va en fait s'accumuler. Et donc, il y a un moment où on va avoir une courbe exponentielle et c'est pareil pour les projets et je pense que c'est pareil pour son positionnement. Chaque jour, on teste une petite variante, on va envoyer un nouveau document à un potentiel prospect, on va changer notre approche quand on prend un call client, on va potentiellement parler que de telle compétence versus une autre. Et donc en faisant ces petits ajustements et ces petits tests, on se rend compte de son positionnement qui va s'affiner au fur et à mesure. Ça c'est aussi hyper important de l'avoir en tête, c'est que quand on voit les gens et les freelances aujourd'hui qui ont un positionnement ultra précis, qui savent où est-ce qu'ils veulent aller, on se dit mais ok, comment ils ont fait quoi. Et en fait ça n'a pas été immédiat, ça a été la conséquence de plein de tests, plein de fails aussi, mais surtout plein de tests, plein de micros ajustements et donc ça c'est important de l'avoir en tête. Une autre chose aussi, et je le voyais en préparant rapidement cette intervention-là, je regardais un peu sur LinkedIn, j'essayais de taper freelance avec des compétences. Un truc que je vois aussi, c'est que parfois on veut se dire trop expert et donc utiliser un jargon qui va pas correspondre à sa cible. Exemple très concret, moi je connais quand même pas mal le marketing, je connais pas mal le copywriting, la psychologie, la persuasion, le neuromarketing. Je suis tombé sur quelqu'un qui se dit spécialiste en neuromarketing quantitatif. Et en regardant un peu, il parle effectivement, il dit voilà mon positionnement c'est ça. En fait là tout de suite, moi ça me parle pas alors que je suis potentiellement aguerri sur ce genre de thématique-là. Typiquement, il faut être le plus simple possible. Ça sert à rien d'utiliser des mots ultra compliqués, un peu savants pour faire expert, etc. C'est d'être le plus simple possible. Et par exemple, je prends l'exemple des TPE, PME, qui sont, je trouve, un peu les grands oubliés des plateformes, des freelances, des agences digitales. Et je pense qu'il y a un énorme marché là-dessus, sur des boîtes qui sont à première vue pas très sexy et sur lesquelles on peut avoir un énorme impact. Et il y a aussi beaucoup de budget. Si on leur parle, par exemple, je sais pas, mais tout de suite d'inbound marketing, ça va pas forcément leur parler. Alors que si on va parler de stratégie de contenu, créer du contenu sur Internet, être visible, etc., tout de suite, c'est des trucs qui vont faire tilt. Alors que derrière, vous allez quand même leur vendre de l'inbound marketing, de la stratégie de contenu, etc. J'avais envie de vous faire un retour d'expérience. C'est clair ou pas sur cette première partie, ouais. J'avais envie de faire un petit retour d'expérience sur Louis Grenier. Donc Louis Grenier, qui travaille aujourd'hui chez Hotjar, donc qui n'est pas freelance, mais il a eu pendant 3 ans une agence. Donc il était freelance et puis il a eu une petite équipe de 4-5 personnes. Et lui, il était spécialiste de la conversion sur un site internet. Donc en gros, comment je fais pour attirer des visiteurs, les convertir en acheteurs sur des produits. Donc lui, il s'est posé beaucoup de questions sur comment est-ce que je trouve mon positionnement, comment est-ce que je l'affine. Et il se pose encore des questions chez Hotjar aujourd'hui. Hotjar est une boîte tech qui marche très bien, mais qui ont encore des questions sur leur cible, leur positionnement, c'est quoi le discours qu'on doit avoir face à nos clients. Et donc tout ce qu'il a appris lui en consultant l'applique dans cette boîte-là. Et donc je trouve que la boucle est assez pertinente puisque lui m'a donné pas mal de conseils sur des choses que je suis en train de faire aujourd'hui. Typiquement, il y a un truc aussi, c'est que quand on se lance en freelance, ce qui se passe, c'est que, alors, on quitte sa boîte, Rupture Co, etc. Ou pas d'ailleurs, mais on met à jour nos réseaux sociaux et donc on se dit freelance sur telle compétence. On s'inscrit sur les 3-4 plateformes de freelance qui existent et puis on attend que ça arrive et on espère en croisant les doigts qu'on va avoir des missions. Ça c'est le plus gros problème, c'est qu'on est du coup un peu attentiste et donc on attend que les missions viennent et donc on ne provoque pas ce genre de situation où j'ai l'ascendant sur le client. Une des premières choses à faire avant de parler de positionnement, c'est juste d'avoir une page, même pas un site internet, je parle juste d'une seule page qui explique concrètement qui je suis, qu'est-ce que je fais comme compétence et les 3-4 problématiques auxquelles je réponds pour mes clients. Typiquement, si je prends mon exemple, une des problématiques c'est quand je fais de la stratégie pour mes clients, c'est vous avez essayé de faire du contenu, ça ne fonctionne pas, vous ne savez pas comment le faire, vous perdez du temps, ce n'est pas votre cœur de métier et pourtant vous avez compris l'importance de ça. Okay, moi je suis pertinent parce que je peux vous aider là-dessus en faisant telle et telle chose. Ça c'est une des problématiques. Généralement vous pouvez identifier 3-4 problématiques sur vos clients et ça rien que de les noter sur une page web, vous passez déjà devant 80% des gens et des freelances qui se présentent juste par leurs compétences. Donc je suis freelance en communication digitale. Et d'ailleurs c'est assez intéressant, quand on a fait le tour de table, la plupart d'entre vous, vous êtes présentés par votre compétence. Et on n'a pas du tout parlé de cible, on n'a pas du tout parlé de quelles sont les problématiques et le pain client indispensable auquel je réponds.
alors que votre client il a juste envie d'entendre ça. La manière dont vous le faites, si vous faites par exemple je sais pas, une illustration ou plutôt un motion design, est-ce que c'est plus un moyen que, c'est plutôt un moyen plus que répondre à la problématique ultra précise. En gros, l'idée de se dire, c'est il faut voir le positionnement sous 3 prismes, et Louis le disait très bien. Il y a un prisme qui est effectivement cible marché. Donc voilà, ma cible, c'est des entreprises, des startups, de l'économie sociale et solidaire qui sont en train de scaler, donc qui viennent de lever des fonds, et donc moi, c'est mon segment précis. Il y a effectivement la partie spécialisation, donc quelles sont mes compétences. Et le dernier sujet qui est le plus compliqué et qui est le moins, où les freelances et moi-même j'y suis pas encore et je suis en train de le faire, sur la partie psychologie et discours, qu'est-ce qu'ont envie d'entendre les clients. Donc ça peut être par exemple, Louis prenait l'exemple de, voilà, je suis développeur. Et donc moi je suis développeur, je travaille qu'avec des startups, que du B2B. Et par contre, je ne travaille qu'avec des startups qu'on appelle bootstrappés, donc c'est-à-dire qui n'ont jamais de levée de fonds, qu'avec des gens qui ont tout créé et pris l'argent des clients pour réinvestir, etc. Pourquoi ? Parce que moi je crois en ces projets-là, moi ça me parle, c'est comme ça que je vois le business, c'est comme ça que moi j'ai ma vision de la startup, etc. Là typiquement on commence déjà à avoir un positionnement qui est ultra précis parce qu'on a un positionnement par les compétences. Je suis développeur back-end sur du PHP, j'ai un positionnement cible marché, startup, B2B et en plus sur la partie discours et psychologie, sur des boîtes qui sont bootstrappées. Moi je travaille qu'avec eux parce que je comprends leur état d'esprit, leur vision, je sais comment est-ce qu'ils travaillent, je sais quels sont les process, etc. Et d'ailleurs, comment est-ce que c'est facile à posteriori de se dire voilà, là on est dans une salle et on se dit ok, c'est simple de trouver son positionnement, il faut faire ça, ça, ça. Je me suis aussi posé la question de ok, mais concrètement comment est-ce que je vais trouver mon positionnement, comment est-ce que je vais trouver ce que j'ai envie de dire, ce que les clients ont envie de savoir de moi, etc. Il m'a donné une technique que je suis en train d'utiliser et que j'expérimente actuellement et j'en suis déjà à 5 entretiens clients. Ce que je fais, c'est que j'ai pris un Excel et mes clients depuis un mois, 1 an et demi, plus toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, donc start-up et PME. J'ai listé toutes les personnes que je connaissais dans ces boîtes-là et l'idée c'est que je les ai appelés pendant 30-40 minutes où j'ai mis ma casquette de journaliste, donc j'avais rien à leur vendre et je leur ai posé une seule question, donc qui est liée à mon activité, qui est raconte-moi le premier jour où tu t'es dit il faut que je fasse du content marketing. Je leur ai posé juste cette question-là et donc vous pouvez l'appliquer sur toutes vos compétences-là. Et en fait, l'idée, le but du jeu, c'est que pendant 40 minutes, vous allez creuser au maximum. La première raison, c'est ah oui, mais parce que tout le monde en fait. En fait, la réalité, c'est que ok, mais pourquoi tout le monde en fait ? Pourquoi toi spécifiquement, tu as envie d'en faire ? C'est quoi les résultats que tu attends du content marketing ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de le faire en interne ? Pourquoi est-ce que tu préfères travailler avec des freelances ? Comment est-ce que tu as choisi les freelances avec lesquels tu as travaillé ? Et ça peut être soit des clients, soit des prospects quand on n'a pas de clients et qu'on démarre. Et en fait, on se rend compte que déjà sur 5-6 personnes, on a des patterns assez communs, on a des choses qui reviennent et on a des discours, des mots, des verbatims qui reviennent et qui vont me permettre moi demain d'affiner mon positionnement et d'avoir le même discours que mes clients. Ce qui fait que demain, quand mon client ou mon potentiel prospect tombe sur mon site internet, sur un post que j'ai pu faire sur LinkedIn, peu importe, il se dit ah mais ouais, là en fait il me comprend parce que là il est exactement en train de dire et en train de matérialiser la situation et la problématique que je suis en train de vivre et les questions que je suis en train de me poser. Et c'est tout simple, c'est une question, c'est 40 minutes du temps de la personne et c'est enregistré. Donc moi ce que je fais, c'est que j'enregistre la conversation et après je la retranscris. Donc c'est un peu fastidieux, mais en gros je la retranscris en brut sur un Google Doc et puis après j'extrais les choses importantes. Et donc là j'en suis à 5, l'idée c'est que j'aimerais bien en faire 10-15. Et je vais aussi voir ma cible est startups, je vais aussi voir avec des startups avec lesquelles je ne travaille pas aujourd'hui, auxquelles j'ai rien à vendre, mais juste pour leur poser des questions, mettre ma casquette de journaliste. Et on s'aperçoit aussi que c'est un super moyen pour trouver des nouveaux clients parce que ce qui se passe c'est que quand tu as écouté la personne et vous avez écouté la personne pendant une demi-heure, elle vous dit ok mais toi tu fais quoi, pourquoi est-ce que tu me poses cette question-là ? Et rien que d'avoir cette démarche-là, le client se dit ok c'est smart parce que là il est en train de réfléchir sur soi, il a une bonne démarche, c'est-à-dire que cette démarche-là, il peut l'avoir avec nous et donc potentiellement, j'ai signé un client comme ça, sans le vouloir, qui était potentiellement un prospect avec lequel j'avais envie de bosser et donc en lui posant des questions, on a fait des rendez-vous et puis derrière, j'ai travaillé avec eux.
Donc c'est un Excel, c'est une question, c'est un transcript, et puis c'est après on essaie de voir c'est quoi le cheminement des clients, à quel moment ils se posent des questions aussi, parce que ça va nous donner aussi des indices sur où aller chercher ces clients-là. Est-ce que c'est des clients qui se posent des questions et donc pour se renseigner vont à des meet-up? Est-ce que c'est des clients qui pour se renseigner vont sur des sites internet? Quel type de médias? Ok, si par exemple ils vont, je sais pas, sur un média très spécialisé, c'est peut-être intéressant de se dire tiens, il faudrait peut-être que je contacte ce média, que je propose un contenu intéressant et puis derrière, typiquement j'ai fait ça avec Welcome to the Jungle. Un prospect est venu me contacter en me disant voilà, j'ai lu votre article, super intéressant, est-ce qu'on peut en discuter? J'ai peut-être 2-3 sujets pour vous, etc. J'ai une question. Ouais. Tu dis que tu contactes des personnes que tu ne connais pas forcément. Exactement. Tu peux avoir au téléphone avec une application sans savoir. En fait, je suis leur. Est-ce que tu peux répéter la question quand tu réponds pour qu'on l'enregistre? Ouais, alors la question c'est, alors je me la suis notée parce qu'elle est ultra simple, mais j'aime bien la dire. Raconte-moi le premier jour où tu as pensé à faire du content marketing. Alors, si on voit que le client n'a pas beaucoup de billes ou le prospect n'a pas beaucoup de billes, moi j'essaie de lui demander si j'arrive à savoir qu'il a déjà bossé avec des freelances ou qu'il a bossé avec des agences. Je lui demande pourquoi est-ce que tu as voulu te mettre au content marketing, pourquoi est-ce que tu as voulu bosser avec des freelances, pourquoi tu n'as pas fait ça en interne, comment ça s'est passé avec ces freelances-là, pourquoi est-ce que ça s'est mal passé, etc. Et donc pour revenir à ta question, généralement ce qui se passe c'est que c'est soit des clients, soit c'est des introductions de mon réseau. Et donc pareil, donc là qu'est-ce que je fais? J'ai un gros fichier Excel avec tous les freelances que je connais, tous les copains, les amis d'amis, les gens de promo qui sont dans des boîtes qui pourraient m'intéresser. Et donc en fait, je les contacte, je leur dis voilà, je me pose plein de questions sur mon activité, je suis en train encore de me roder, j'ai juste besoin d'une demi-heure, ça me ferait super plaisir. Les gens ils sont prêts à prendre une demi-heure au téléphone et l'arrêté c'est qu'ils aiment bien parler d'eux. Eux potentiellement, tu leur poses des questions en lien avec ce que tu fais, donc ils se disent ok mais peut-être qu'elle va pouvoir m'aider demain sur des sujets, etc. Donc, moi pour l'instant j'ai jamais eu aucun refus, même sur des personnes avec qui je bosse pas aujourd'hui. Donc voilà. Une autre chose aussi, donc ça c'est une partie où là on fait la démarche ultra proactive d'aller chercher un peu cette information-là. Une chose que moi j'ai faite et que je fais un peu moins mais que je conseille, c'est aller voir en fait ce que font les autres. Il y a les plateformes de freelance, certaines plateformes de freelance sont ouvertes et donc on peut aller voir ce que font les fiches des freelances et donc on peut aller voir comment est-ce qu'ils communiquent, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, etc., les prix, etc. Ça c'est le premier sujet et c'est de se dire identifier 10-15 freelances potentiellement qui sont un peu plus avancés que vous. Donc vous voyez qu'il y a déjà une activité, soit ils ont un site, soit ils ont un blog, soit sur LinkedIn ils ont une activité où ils parlent de leurs clients, ils ont un portfolio, peu importe. Vous identifiez ces 10-15 personnes, pareil vous les listez sur un Google Excel, enfin sur un Google Sheet, vous mettez toutes les infos et puis vous essayez d'analyser un par un qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, où est-ce qu'il y a un trou sur lequel vous pourriez vous positionner. Et moi typiquement je me suis aperçu d'une chose, c'est que sur les sujets de content marketing et de copywriting, aucun freelance, en tout cas sur les infos auxquelles j'ai accès, aucun freelance ne martèle le fait que faire du contenu marketing, ça prend du temps, c'est un enjeu long terme, c'est un investissement sur le long terme et il n'y a pas de ROI direct. Et ça, en fait, on ne le retrouve pas. Et c'est ce que mes clients m'ont dit aussi, c'est qu'il y avait trop une posture d'exécutant et donc on ne se posait pas de questions sur comment est-ce qu'on peut optimiser ça, comment est-ce qu'on peut aller devant. Et tout ça, en fait, je l'ai fait à la fois en discutant avec ses clients et prospects et à la fois en fait en regardant les 10-15 freelances en contenu marketing, en copywriting qui étaient plus ou moins visibles, comment est-ce qu'ils marketaient, c'était quoi le discours qu'ils avaient, comment est-ce qu'ils communiquaient sur LinkedIn, parce que LinkedIn est, je pense, un des meilleurs réseaux sociaux aujourd'hui pour potentiellement arriver à choper des prospects. Et donc rien que ça, on fait le même travail et puis on analyse, on regarde ce qui est bien, ça c'est bien, le discours est pas mal. Là moi j'aurais plutôt pris cet axe-là. Et donc troisième sujet qui est, il faut aussi se dire qu'est-ce que moi j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai envie de parler et sur quoi j'ai envie de me positionner sur mon sujet particulier. Ça peut être, je sais pas, si je prends un exemple, on peut reprendre l'exemple des boîtes bootstrappées. On peut dire que le contenu marketing ça prend du temps. Moi je me bats contre le bullshit qui est on va trouver des raccourcis, on va prendre des rédacteurs ultra cheap et on va avoir des résultats incroyables. Je me bats contre moi mon truc c'est vraiment de me dire
arrêtons de croire que le marketing, et notamment le marketing de contenu, c'est quelque chose qui est ultra rapide, qui en 30 jours on va avoir des résultats incroyables, qu'on va être référencé en top 1 sur Google et qu'on va avoir des milliers de leads qui vont arriver comme certains freelances, infopreneurs inondent Internet avec ça. Une dernière question aussi, et hier je participais à un meet-up aussi, on m'a posé une question intéressante et du coup je voulais vous la partager. On me demandait, parce que je parlais de positionnement aussi, et on m'a demandé est-ce qu'un freelance c'est nécessairement un bon marketeur? Je trouvais la question assez intéressante. Alors je n'ai pas toutes les billes, mais ça pourrait être une question sur laquelle on pourrait échanger tout à l'heure. Pourquoi? Parce que faire cette démarche d'aller voir ses clients, de se marketer, de créer du contenu, d'être le plus visible possible, d'avoir une régularité dans ses contenus, etc. Effectivement, ça demande quelques compétences marketing. Pour moi, tous les freelances ne sont pas forcément des bons marketeurs, mais en tout cas doivent tendre à être des marketeurs sans être des experts, des spécialistes là-dessus. Doivent avoir cette appétence-là à créer du contenu, à parler de soi, avoir un positionnement un peu clivant. J'aime bien aussi parler de clivant, qui ne veut pas dire tout le reste c'est de la merde et moi je suis le meilleur, mais juste avoir un positionnement clivant là-dessus. Pourquoi? Parce que en ayant ce discours et ce positionnement-là, on va potentiellement se fermer des portes sur des clients. Mais à l'inverse, on va avoir les meilleurs clients, c'est-à-dire les clients avec lesquels on a vraiment profondément envie de travailler et donc pour lesquels on va nécessairement faire du meilleur boulot. Pourquoi? Parce qu'ils auront compris ils auront compris pourquoi est-ce qu'ils font appel à nous. On ne sera pas vu comme des commodités. Il y aura nécessairement potentiellement du budget, donc on sera ultra motivé pour bosser avec eux. Pourquoi? Parce que les plateformes de freelance disent souvent le problème c'est de trouver les premiers clients, de trouver des clients, c'est une vraie problématique. Ça remonte aussi dans beaucoup d'études, notamment Malte qui en parle. C'est vrai, mais je mettrai une nuance qui est pour moi les deux gros challenges, c'est la récurrence. Comment est-ce que je fais pour avoir une récurrence client? On pourra en parler après dans les questions. Et le deuxième sujet, c'est comment est-ce que j'arrive à trouver les bons clients? Parce que trouver des clients, la réalité c'est que c'est pas très compliqué. On a tous un réseau, on a tous été dans des écoles, des facs, des universités. Trouver les premiers clients, les 3-4 clients qui vont nous permettre de démarrer, c'est pas compliqué. La question à se poser, c'est est-ce que c'est les clients que j'ai envie d'avoir sur le long terme? Est-ce que c'est les clients avec lesquels j'ai vraiment envie de bosser? Et donc ces deux problématiques-là de récurrence et de trouver les bons clients, en fait, elle se fera que si j'ai un bon positionnement, si je suis assez clair, si j'ai une expertise et une compétence et si j'arrive à répéter ce que j'ai fait et des succès que j'ai pu avoir avec des clients, que j'arrive à leur montrer que je suis capable de le faire et que je suis capable de les aider sur leur business. Je pense que j'ai bien parlé. Est-ce que vous avez… il y a d'autres sujets sur lesquels on peut discuter, sur se lancer en freelance, sur le pricing, sur comment scaler un peu son business, son activité de freelance. Est-ce que vous avez des questions? Je me dis qu'on peut peut-être faire un question-réponse. Je ne sais pas ce que vous pensez. Sur ton benchmark de freelance, quel est celui qui t'a le plus épaté ou qui t'a le plus inspiré? En termes de freelance? Ouais, le positionnement, son marketing personnel, etc. C'est intéressant. En fait, dans freelance, j'englobe aussi… je vais aussi beaucoup voir moi ce qui se fait aux États-Unis. Pas pour copier justement, mais pour adapter. Mais si je prends des freelances en France qui me parlent, il y a effectivement Danilo Duchesne que j'ai rencontré, mais qui est sur sa thématique à lui, qui a fait un peu de copywriting, mais très peu. En content marketing, il y en a… J'ai pas été… et c'est là où je disais au tout début qu'il y avait une vraie… Enfin, moi, je pense que de mon point de vue, il y a une énorme opportunité de se positionner et de rayonner à notre échelle en tant que freelance sur content marketing parce que je trouve qu'il n'y a personne encore qui a réussi à se positionner de manière durable et de manière ultra claire sur ces sujets-là. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais aussi voir d'autres freelances sur des compétences transverses et je vais voir un peu eux comment communiquent et potentiellement sur des cibles communes. Donc par exemple, j'ai eu Jesse Grossi qui lui fait aussi du Facebook Ads, qui a la même cible que moi, qui sont des startups, scale-up, donc qui sont en train de lever ou qui sont en train d'accélérer. Et donc qui s'adresse aussi à des CMO et donc des équipes marketing. Et donc là-dessus, je veux aussi m'inspirer de comment est-ce qu'ils packagent des offres, comment est-ce que c'est quoi le discours qui tient, c'est quoi le wording aussi qu'il a, etc. Donc tu as Jesse, qui a d'autres? Grossi, GRO, 2SI. Et Jesse avec un Y. Voilà. Et sinon, il y a deux en ce moment, je regarde deux Américains. Il y en a un qui s'appelle Paul Jarvis, qui est
qui est designer depuis une quinzaine d'années, qui est canadien ou américain d'ailleurs, je ne sais pas. Paul Jarvis, qui est vraiment très bon, et même dans son approche, dans son discours, qui est vraiment excellent, et je vous conseille d'aller regarder ce qu'il fait, c'est vraiment chouette. Même ses formations sont vraiment top. Il y a lui, et il y a de l'autre côté Brian Cassel. Brian Cassel, donc en gros Paul Jarvis, lui, son point de vue et son positionnement, c'est de Company of One. En gros, c'est comment j'ai pas envie de faire plus, mais j'ai envie de faire mieux. Et donc en gros, ça c'est son positionnement. Et donc toutes ses réflexions, tout ce qu'il partage en termes de contenu, c'est comment est-ce que j'optimise ce que je fais déjà et sans avoir une armée de freelance avec moi, de sous-traités, etc. Mais juste d'être tout seul et de faire un maximum pour mes clients et du coup gagner plus d'argent en travaillant potentiellement moins. Et l'autre c'est Brian Cassel qui est lui qui est un ancien freelance et qui aujourd'hui a réussi à transformer ses activités de freelance en produits. Donc il avait une activité donc il faisait du dev et puis il a fait aussi une activité de content marketing. Et donc là il a créé un service où en fait le client paye au trimestre et donc paye un fees de à peu près c'est entre 1500 et 2000 dollars par mois. Et donc tous les mois il a donc le premier mois il fait un peu stratégie et donc le deuxième mois il livre un livre blanc, il livre 3 contenus avec des lead magnets, des petits modèles, des templates à télécharger. Et donc tout ça en fait il l'a optimisé, il travaille avec d'autres freelances et donc il a automatisé ça et donc ça lui fait une récurrence de revenus. Et je trouve que l'association de Paul Jarvis et de Brian Cassel, typiquement c'est des gens qui m'inspirent à la fois dans leur discours, leur positionnement et puis la façon dont ils ont un peu fait grossir leur activité, sachant que c'est des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des choses sur lesquelles j'ai peut-être pas été… Est-ce que tu vas développer la partie podcast? Est-ce que sur ton process pour sélectionner les gens que tu vas interviewer, sur les questions que tu leur poses, sur la promotion que tu fais autour du podcast? Ouais, je peux en parler. Alors du coup, sur la première question sur la sélection, c'est une vraie question de se dire comment est-ce que je choisis mes invités. Effectivement, au début, le podcast, personne ne le connaissait. Là, il commence à prendre un peu plus de visibilité. Donc là, je commence à avoir une démarche où les gens viennent me contacter pour passer sur le podcast. Mais avant, ce que je fais, et même quand les gens me contactent, j'ai des critères. L'idée, c'est que quand on lance un podcast, un des conseils qu'on nous donne, c'est va voir des freelances ou va voir des invités qui ont une grosse communauté. Et donc comme ça, tu vas les interviewer, ils vont le partager, donc ça va doubler la communauté et tu vas beaucoup plus accélérer sur la visibilité. Moi, je prends le truc à l'inverse, où je me dis, le critère numéro 1, c'est pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie d'interviewer et d'interroger cet invité-là? Pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de passer 1 heure, voire 1 heure et demie avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant à dire? Et sur quel sujet elle peut être ultra pertinente et sur lesquels elle peut dire un maximum de choses sans tabou, sans rien cacher, sur un sujet très précis qui peut aider les autres. Et c'est comme ça que par exemple Daniel Duchesne, moi il a été ultra transparent sur ses revenus, sur combien est-ce qu'il gagne sur ses formations, parce qu'il y avait un sujet qui m'intéressait sur la diversification des revenus et comment là aujourd'hui il réfléchit à passer sur un modèle plutôt agence. Donc passer d'un freelance tout seul à une agence. Rémi Rivas, qui travaille avec des grands groupes du CAC 40, je l'ai interrogé plutôt sur ses routines d'organisation parce qu'il a énormément de clients, il gère un business à 2 et donc je voulais comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait. Donc ça c'est les 3 premiers critères, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de passer 1 heure, 1 heure et demie avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont vraiment d'intéressant à dire et est-ce qu'elles se sont déjà positionnées sur des sujets ou pas, d'où on revient plus on est visible, plus on a de positionnement, plus les gens ont envie de te contacter ou ont envie de me contacter. Et effectivement, après, le 4e critère, c'est est-ce que ces gens-là ont une communauté potentielle qui peuvent être intéressants, mais c'est vraiment le dernier critère, c'est un peu le bonus. Donc ça, c'est sur la sélection. Comment je prépare les interviews? Moi, je suis un peu rigide, j'aime pas trop l'incertitude, ce qui peut paraître bizarre quand on est freelance, mais tout a toujours été préparé et le podcast en fait partie. Je passe beaucoup de temps à préparer les podcasts, donc à me renseigner sur la personne, à aller tout au fond de son fil Twitter, aller voir à droite à gauche où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'elle est passée, ce qu'elle a pu dire, les moindres petits contenus, les posts, les choses qu'elle a likées sur LinkedIn, parce que ça me donne des idées, ça me permet de rebondir sur des choses et généralement ça plaît aux invités parce que c'est des questions, quand ils ont l'habitude de passer dans des meet-up, avoir des questions ou des podcasts, j'essaie d'avoir un angle différent qui peut apporter un truc un peu nouveau là-dessus. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai 2-3 thèmes, moi je réfléchis aussi, je me prends 1 heure où je me mets plein de questions que j'ai envie de me poser. Et puis après, j'essaie d'organiser ça dans des thèmes et puis la discussion reste assez naturelle
Je préfère me laisser aussi porter par la discussion. Donc ça, c'est sur la partie prépa. Et sur la partie du coup diffusion, communication, c'est ça. En gros, c'est la partie où, même si aujourd'hui ça commence à être pas mal, c'est la partie où je suis un peu plus faible, juste par manque de temps. En gros, globalement, le podcast, il me prend à peu près 10 heures par épisode, donc à peu près 40 heures par mois, ce qui est quand même assez conséquent. Et en gros, sur la partie com, ce que je fais, c'est que tout est hosté sur mon site internet. Donc, j'ai pas créé le podcast s'appelle Tribu Indé, mais j'ai pas créé de site spécifique Tribu Indé. Tout est hébergé sur Alexis Minkela parce qu'aujourd'hui, c'est le plus simple. Et donc, tous les épisodes sont sous forme d'articles. J'en fais des petits articles un peu pour donner envie aux personnes de lire, de l'écouter, de savoir un peu ce qu'on va y trouver. Ce que je fais, c'est que j'ai créé une newsletter très très vite, dès le départ, pour engager cette micro-communauté qui commence à se former, pour aussi pouvoir leur poser des questions, leur demander s'il y a des thèmes qu'ils ont envie de choisir, etc. Donc les faire participer un maximum, et ça c'est super cool parce que pour l'instant j'ai beaucoup de retours à chaque question que je pose. Et dans cette newsletter-là, je partage aussi un compte-rendu que je fais, donc c'est un Google Doc de 5-6 pages qui résume tout l'épisode en entier. Et donc en fait je fais un peu une fiche pratique, et puis moi je rajoute un peu mon point de vue sur des choses qui ont pu être dites. Et après, moi, je bosse beaucoup, exclusivement quasiment sur LinkedIn et Twitter. En gros, Instagram, je le fais plus rapidement. Et Facebook, je me rends compte que ma cible n'est pas là, que sur mes potes, c'est cool les premiers épisodes, mais après, s'ils ne sont pas forcément freelance, ils ne vont pas forcément l'écouter. Là où LinkedIn et Twitter, pour moi, c'est les deux gros viviers et c'est ce qui marche le plus aujourd'hui. Donc sur LinkedIn, je prends le temps de préparer un post un peu long, avec un angle ultra précis pour donner envie aux gens de l'écouter. Donc par exemple, Danilo, c'était plutôt sur avoir une logique hyper long terme, se poser des objectifs dès le départ. Avec JC, ça va être plutôt sur la partie éthique et business, comment est-ce qu'on fait pour être éthique, pour pas accepter n'importe quel client. Donc, à chaque fois, j'essaie de trouver un angle, un sujet qui peut interpeller les freelances, des questions que les freelances peuvent se poser. Et donc ça, je prends pas mal de temps, ça me prend... Faire un vrai post LinkedIn, ça me prend une bonne demi-heure avec plusieurs étapes, trouver l'angle accrocheur, etc. Et puis sur Twitter, je le repartage régulièrement parce que je me rends compte que les gens repartagent eux-mêmes le podcast assez régulièrement sur Twitter, donc je me dis qu'il y a aussi un truc à faire là-dessus. Et voilà aujourd'hui ce qu'il y a. Alors je le fais pas, mais certains sites aussi, blogs de freelance ou de collectifs, commence à parler du podcast, donc mais ça je le contrôle pas encore, j'aimerais le contrôler, mais en gros les étapes demain sur la com, effectivement j'aimerais continuer de faire ce genre de meet-up et d'événements pour faire connaître le podcast. J'aimerais potentiellement, on m'a proposé quelques interviews dans des blogs et collectifs, donc ça c'est toujours intéressant, mais l'idée c'est que moi le focus que je vais avoir, c'est sur la qualité et la pertinence du contenu. Et là-dessus, je me calque vraiment sur Antoine Archer qui faisait très peu de communication. Et je me dis que sur le long terme, parce qu'en gros, le podcast, c'est un média qui est ultra long terme. C'est un des rares projets sur lesquels je me vois vraiment le faire sur le long terme. Et on le voit, l'attraction, elle s'accélère de plus en plus à mesure des épisodes. Et donc, je veux pas trop passer de temps à communiquer, à surcommuniquer, à aller provoquer certaines opportunités. Je préfère me concentrer sur la qualité des podcasts, la qualité des invités, sur ce que j'ai à raconter, sur ce que les invités ont raconté. Et je me dis que le bouche à oreille et le temps fera que le podcast va devenir de plus en plus connu, en tout cas j'espère. Voilà. Et effectivement, pour donner un ça ne sert pas mon business directement, mais quelques personnes m'ont contacté pour potentiellement bosser avec eux parce qu'ils ont vu passer une communication, ils ont vu que j'avais fait un podcast et donc inconsciemment ça rajoute de la crédibilité aux choses et à ce que je fais. Et ça peut être un podcast, ça pourrait être je fais une vidéo par semaine, ça peut être je fais une infographie, je fais un article par semaine. Tout ça en fait, si je devais donner un peu les 3 conseils que moi je m'applique, c'est parler de choses auxquelles on croit vraiment. Je dis souvent dans 2-3 discussions que j'ai pu avoir, moi j'aurais jamais parlé à des grands-mères ou même à des grands groupes parce que ça me parle pas, c'est pas forcément vers ça que j'ai envie d'aller et ça m'excite pas plus que ça. Par contre, parler de freelance, de marketing, de start-up, de collectif, tout ça c'est des choses qui m'animent et donc j'en parle, je me focalise sur ça. Le deuxième sujet c'est être ultra régulier.
d'avoir de s'imposer cette cadence. Alors ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les mois. Je ne conseille pas de le faire quotidiennement parce que pour moi c'est un, compliqué à tenir et deux, on perd en qualité au fur et à mesure du temps. Mais avoir cette régularité, de s'imposer une routine, de se dire quoi qu'il arrive, je sors un contenu, je sors un post LinkedIn, je fais un commentaire d'un article que j'ai lu toutes les semaines. Et puis le dernier truc, c'est de se dire avoir toujours cette logique ultra long terme. Globalement, aujourd'hui, très peu de personnes font du contenu ou en tout cas prennent le temps chaque semaine, chaque mois de créer des choses, de prendre la parole. Et ce qui se passe, c'est que généralement on le fait 2-3 mois, on est ultra motivé et puis au bout de 3 mois on se dit ok, ça marche pas, j'ai la flemme, j'ai d'autres priorités et donc en fait on arrête. Sauf que plus on va continuer, plus on va être dans les quelques pourcents de freelance qui vont continuer de faire ça, qui vont être au rendez-vous chaque mois, chaque semaine. Et c'est là où en fait on fera la différence sur le long terme. Moi, typiquement, j'ai pas envie tout de suite de retourner dans le salariat. Donc là, la logique, c'est plutôt 5-10 ans. Donc j'ai 10 ans encore pour rester. Donc autant que rester et durer et avoir cette vision ultra long-termiste. Voilà un peu les trois gros conseils. Tu disais au début que tu écrivais des articles sur Medium. Est-ce Ouais. que tu le fais toujours? Est-ce que les articles qu'il y a sur ta page Alexis Michela, ce sont les mêmes articles? Ouais, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, je fais plus d'articles. Juste pour la simple et bonne raison que j'ai plus de temps et le podcast me prend vraiment énormément de temps et c'est toujours dans cette logique de je m'impose vraiment de me focaliser sur un sujet. J'ai 40 idées et le truc c'est que je pourrais pas tout faire. Et ça c'est d'ailleurs un vice où on se dit ok, il faut que je sois sur Insta, il faut que je sois sur Facebook, LinkedIn, il faut que je fasse des posts, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je poste des photos, etc. Du coup moi je me dis je fais un podcast, là je me donne au moins 6 mois. Je verrai après si je peux réduire les process, peut-être prendre des gens avec moi pour m'aider et pour repasser sur des articles. Donc aujourd'hui, je publie plus d'articles. Et sur Medium, les articles sont restés sur Medium. Je les ai pas transvasés sur mon blog. J'aurais pu le faire, sachant que tu peux le faire aujourd'hui et tu peux éviter, il y a une petite manip à faire pour éviter que tu aies du duplicate content. Mais c'est une bonne méthode de le faire, de mettre sur les deux. Ce que je conseille, c'est que sur Medium, il y a des publications qui existent. Donc il y a des publications de design, il y a des publications de dev, de marketing, de dev perso. C'est d'aller publier dans ces communautés-là qui ont déjà une audience et de repartager après vous votre contenu 2 mois ou 3 mois après sur votre blog à vous. C'est ce que fait une boîte qui s'appelle Intercom, que vous connaissez peut-être. Eux ont un gros média sur Medium justement. Et 3 mois ou 6 mois après, ils republient certains de leurs contenus sur leur blog à eux. Donc en gros, les contenus qui ont bien marché sur leur Medium, ils les republient sur leur blog. Voilà. L'inverse peut être aussi vrai. Et tu publiais aussi sur LinkedIn quand tu publiais sur Medium? Alors j'ai testé, mais il y a un petit moment et je pense que ça vaudrait le coup de refaire. C'est que ce que je faisais, c'était que je crois que j'ai dû le faire peut-être 2 ou 3 fois max, où je mettais le début de l'article. Donc il y avait, je sais pas, la première minute de l'article en gros, et je disais voilà, la suite elle est là, et donc en gros ça renvoyait sur Medium. Pourquoi? Parce que LinkedIn aime qu'on reste sur son média à soi, et donc du coup j'avais créé ces articles-là. C'est potentiellement une technique que je fais. Pareil, quand vous publiez des liens externes, ce que je fais, c'est que moi je le publie et je le modifie après. C'est-à-dire que je publie le post sans lien, sans rien. Et je le modifie après et je rajoute le lien une fois que je l'ai modifié. Donc ça c'est une première technique qui marche pas mal. Et la deuxième technique c'est de mettre un lien dans les commentaires et donc LinkedIn prend ça comme un commentaire plus que comme un post. Et donc personne ne sait vraiment comment fonctionnent les algorithmes, sinon ce serait trop simple, mais c'est un peu les techniques qui tournent aujourd'hui. Donc voilà. Au niveau de tes inscrits à la newsletter, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi tu es parti? Est-ce que tu avais 5 abonnés par exemple? Et est-ce que après l'attraction ça allait jusqu'où? Est-ce que tu en as? Alors là c'est encore petit. En gros j'ai commencé, ce que j'ai fait c'est qu'avant le podcast, c'est vrai que j'en ai pas parlé, pendant que j'étais en train de préparer, avoir un peu en gros je me suis aussi pas mal posé de questions sur quel positionnement je voulais avoir avec ce podcast là. Et si on écoute un peu le podcast, on voit que ce podcast-là suit pas mal mon parcours de freelance. C'est-à-dire que je l'ai lancé quasiment au moment où je me suis lancé moi.
Et donc en fait, les questions que je pose, les gens que j'interviewe, les thèmes que j'aborde sont aussi en fonction des questions que je me pose moi-même parce que je le fais d'abord aussi pour moi, c'est un peu égoïste comme approche, mais je le fais d'abord pour moi pour m'aider. Et donc ce que j'ai fait, c'est que pour clarifier ce positionnement-là, avant même d'avoir lancé le premier épisode, j'ai commencé à un peu teaser en disant voilà, je vais sortir un podcast, il va s'appeler comme ça et l'idée c'est que je vais interviewer des freelances. C'était ultra basique, j'avais pas encore déconstruire les mythes du freelancing, j'avais pas tout ça, j'avais pas ces arguments-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une landing page, donc j'ai utilisé un truc qui s'appelle Card, CAAARD, je crois, .co, qui permet de créer des landing pages gratuitement. Et donc j'ai fait ça et donc j'avais un formulaire. Et j'ai posté ça dans pas mal de groupes Facebook, j'ai posté ça sur LinkedIn, j'en ai parlé un peu autour de moi dans des Slack. Et avec ça, j'ai récupéré à peu près une 50aine de mails. Et donc là déjà, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire parce que tu récupères 50 mails sur un truc qui n'existe pas. Je me dis, ok, il y avait un truc à faire. Et je contactais aussi certains freelances en one-on-one sur LinkedIn à la mano. Et donc je disais, voilà, je vais lancer un podcast, ça peut t'intéresser. Donc voilà. Et donc j'ai commencé, épisode 1, j'avais à peu près 40-50 personnes. Et aujourd'hui, on est à peu près à 250 personnes. Ça grossit très doucement. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est les gens consomment directement sur leur téléphone et donc vont pas forcément toujours voir le site. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est à 21 000 écoutes, 16 épisodes. Ça fait à peu près 1000-1500 écoutes par épisode. Mais j'aimerais bien que toutes ces personnes-là rejoignent la newsletter. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça. Je me pose encore pas mal de questions de comment est-ce que je peux faire grossir cette audience-là. Pourquoi je la fais grossir ? J'ai rien à vendre encore une fois, mais ça me permet en fait de capter cette audience-là, de leur poser des questions et j'ai vraiment envie de co-construire ce projet de podcast avec les gens qui m'écoutent en fait. Parce que je me rends compte que ça sert vachement, enfin tous les retours que j'ai, c'est assez dingue et donc j'ai vraiment envie de faire ce podcast-là, à la fois pour moi mais aussi pour aider les gens et donc leur poser des questions, savoir les sujets qu'ils ont envie d'aborder. Est-ce qu'on ferait pas des événements ensemble ? Est-ce qu'il y a d'autres formats, d'autres types de contenus qu'ils aimeraient avoir ? Et donc j'aimerais bien avoir… l'objectif c'est vraiment de faire grossir cette liste email sur les 6 prochains mois. Ouais. Donc là on a un peu plus de 250 emails, donc ça grossit assez lentement. Ouais. Voilà, mais si tu as des techniques, je prends. Sur le positionnement, finalement, en fait, je trouve ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu parles de podcast, mais tu fais des newsletters, tu fais des mails, tu fais des articles. En fait, tout ton contenu, c'est principalement le podcast, mais il y a plein d'autres contenus que tu intègres dans ton positionnement. Mais moi, j'ai une démarche un peu inverse par rapport à toi. J'ai l'impression que toi, c'est je market, je fais une stratégie, je me positionne par rapport à ça. Moi, c'est plus je crée, et par rapport à ce que je fais, comment je me positionne, ça intéresse les gens. Mais du coup, parmi tout ce que tu as testé en contenu, qu'est-ce qui te semble le plus efficace ? Tu as fait de l'audio, tu as fait des articles, tu as fait de la pub, tu as fait du LinkedIn. Ouais, c'est… Dans un temps limité et une énergie limitée, qu'est-ce qui te paraît le plus pertinent comme contenu de positionnement ? C'est une bonne question. Alors, j'ai pas fait de vidéo encore, j'ai fait de l'article, de la newsletter. Et de l'audio. Je pense pas qu'il y ait un média qui fonctionne vraiment plus qu'un autre. Encore une fois, tout dépend de sa cible. Je te prends un exemple ultra concret. Un ami à moi essaie de se positionner sur le personal branding parce que, encore une fois, il y a une opportunité, personne n'en parle, etc. ou pas de la bonne manière. Et donc il se dit, pour parler de personal branding, je vais utiliser les codes du personal branding qui sont aujourd'hui la grosse tendance, c'est faire de la vidéo. Et donc, et du coup, il s'est mis à faire de la vidéo. Et donc, pourquoi ? Parce que sa cible est sur LinkedIn, elle consomme du contenu vidéo, etc. Donc, c'est plutôt par rapport à la cible. Est-ce qu'il y a vraiment un contenu qui marche plus qu'un autre ? Tu vois, je sais pas, Valentin qu'on connaît, lui est beaucoup sur de l'article. Et ça fonctionne parce que sa cible consomme ça. Je pense pas qu'il y ait de… En fait, il faut d'abord faire En fait, il y a deux trucs. C'est essayer de se dire qu'est-ce que ma cible consomme comme info. D'où l'intérêt d'aller discuter avec elle. Parce que ça se trouve, en fait, quand on parle de contenu, etc., en fait, ça se trouve, ma cible, elle va qu'à des événements. Et donc, le meilleur moyen de toucher ma cible, c'est pas forcément d'être présent sur LinkedIn, mais c'est juste d'aller à tous les événements où est ma cible. Et donc, aller réseauter, aller discuter. Et en fait, ça peut se faire comme ça, quoi. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une énorme strat derrière avec plein de funnels de conversion, etc. Et donc, c'est savoir où est sa cible et savoir ce qu'on a envie de faire. Moi, tu vois, en vidéo, je me sens pas super à l'aise pour parler face caméra. Je suis très bien derrière mon micro où personne ne me voit.
Donc c'est plus aussi par rapport à là où je me sens le meilleur. Les articles, forcément, c'est ce que je vois à mes clients, donc j'allais aussi vite dessus. C'est pour ça que je continue d'en faire un peu avec le podcast. Mais en gros, je pense pas qu'il y ait un médium précis qui marche plus qu'un autre. C'est sûr que… Ouais, c'est ça. Et puis, comment est-ce qu'on veut communiquer? Typiquement, c'est vrai que la vidéo aujourd'hui, si vous avez envie de la… Enfin, moi, si j'étais plus à l'aise en vidéo et que j'avais un peu plus de temps, je pense que je me mettrais sur la vidéo demain. Ouais. Parce que je pense qu'il y a une vraie opportunité. C'est un contenu qui est assez sympa, qui se consomme facilement. Et puis, je trouve qu'il y a, comme le podcast, un côté intimiste où on voit comment la personne est, comment elle se comporte, comment elle parle, etc. Et donc, je trouve qu'il y a un côté encore plus précis que l'article. Et il y a aussi une barrière un peu à l'entrée. Être devant une caméra, c'est quand même plus compliqué que d'écrire un article. Et donc, du coup, il y a moins de personnes et donc il y a plus d'opportunités aussi. Donc, il faut le voir un peu là-dessus aussi. Je sais pas si ça répond à… Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu disais que tu postais le même contenu, par exemple des articles sur différentes plateformes, c'est ça? LinkedIn ou… Medium. Ouais, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des… Enfin, comment ça se passe pour les histoires de duplicate content, ceux qui… Ouais. En gros, sur les réseaux sociaux, t'as pas cette histoire-là parce que c'est pas indexé par Google. Mais effectivement, par exemple, si demain t'écris ou je sais pas, tu fais une interview dans un média ou dans un autre blog et que tu copies-colles ce contenu-là et que tu le mets sur ton blog, là c'est compliqué. Mais là aujourd'hui, mes contenus, quelles que soient les plateformes, sont assez différents. Tu vois. Ce qu'il y avait sur Medium, aujourd'hui je l'ai pas sur mon site. Et en fait, j'ai pas d'autres. Un peu mon terrain de jeu aujourd'hui, c'est mon site internet et il n'y a pas de duplicate, content. Ouais. Mais par exemple, sur des posts, sur des publications, tu pourrais très bien faire un copier-coller de ta publication que tu publies sur Facebook et ta publication que tu fais sur LinkedIn. Il n'y a pas de risque là-dessus. Ouais. Juste pour répondre à ta question, si tu fais des copier-coller, donc par exemple de Medium sur ton site, il faut en fait des techniques de Google pour montrer que c'est une citation et tu cites l'article. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait le Google ne va pas le considérer comme du duplicate content, mais comme quoi tu cites l'autre site. Donc c'est là la petite subtilité, il faut voir les techniques de Google pour… Du coup, ces techniques, tu les emploies sur ton site ou parce que tu sur peux pas ton les site, employer ouais, sur ton site. Sur Medium. C'est ça, sur ton site. Ou alors sur ton site, tu fais, c'est ce qu'a fait, on est chez The Family, Oussama Ammar a fait ça, là il a créé son site à lui. Et donc lui, il a publié des vidéos, des conférences, des articles sur plein de plateformes différentes. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a juste fait un site oussamahammar.com qui regroupe tout ce qu'il fait. Et en fait, il met juste une phrase et le lien qui renvoie vers l'autre article. Et donc là, en fait, lui, ça lui fait juste une vitrine. Il a juste à dire, va voir ce que je fais là-dedans, fouille, et puis ça renvoie vers d'autres contenus externes. Voilà. C'est pas, enfin, à la fin de chacun de tes podcasts, en fait, tu dis toujours, si tu avais un tableau blanc, tu écrivais quoi dessus? Un grand tableau blanc que tu pourrais voir, en gros, si je retrace clé. Du coup, toi, par rapport à tous les podcasts que tu as fait, toutes les personnes que tu as interviewées, si tu devais retenir un truc que quelqu'un t'a dit et que tu écrivais justement sur un tableau concernant les freelances, c'est pas évident, chacun a… C'est marrant parce que c'est toujours une question où les gens, quand je la pose, c'est pour ça que je la pose à la fin où ils sont super à l'aise et tout, parce que c'est une question pas facile. Il y a quelque chose qui m'avait pas mal marqué et que je trouvais super fort, c'était Rodolphe Dutel qui disait de s'assumer en fait, de pas avoir peur d'être différent des autres, de pas faire les choses. Lui prenait l'exemple de quand il était en école par exemple, lui il préférait bosser, apprendre, lire, etc. plutôt que d'aller en soirée. Même aujourd'hui, il sort beaucoup moins que ses autres potes. Et en fait, il disait quelque chose d'assez vrai, de s'émanciper un peu de cette pression sociale. Et aussi de faire des trucs que tu as juste envie de faire et juste tu as envie de kiffer en fait et de marquer ta différence et d'assumer ça parce que c'est aussi sa force à lui de choisir là où est-ce qu'il veut dépenser son énergie, de faire des choses qui sont peut-être à contre-courant de ce que les autres font mais du coup ça marque sa différence et son positionnement. Donc ça c'est il y a ça et puis il y en a un qui m'a dit just do it quoi. On le voit sur tous les panneaux publicitaires et en fait personne passe vraiment tout en l'action et
tout le monde est beaucoup consommateur, on consomme beaucoup de contenu, on discute avec beaucoup de gens, mais on n'ose pas juste passer le pas et juste tester, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a aucun risque, quoi. Enfin, le risque, c'est de ne pas réussir, que les gens s'en foutent, mais du coup, ils s'en foutent, donc il n'y a pas de risque. Et au pire, on ne gagne pas d'argent et on retrouve un job, quoi, tu vois. Enfin, aujourd'hui, surtout sur des nouvelles compétences un peu numériques, digitales, etc., dans tous les cas, les boîtes, elles sont en pénurie de talent. Donc elles recrutent des freelances, donc elles seront ultra contentes si demain elles peuvent vous recruter en CDI, quoi. Donc voilà un peu ce que je dirais. Et du coup, si j'ai le temps encore, donc elle est petite. Ouais, je pense qu'on en parle temps là. T'arrives à générer du contact directement depuis ton site, parce que comme tu le disais, ton positionnement cible n'est pas le même. Enfin, ouais. Tu parles des freelances, mais ta cible, c'est les entreprises qui embauchent des freelances. Ah non, c'est intéressant. Alors moi, typiquement, par exemple, j'ai aucun formulaire de contact sur mon site. Donc j'ai une adresse mail en gros qui me contacte, mais en fait, tu as deux trucs. C'est soit tu as les freelances que j'ai interviewés ou des freelances du coup qui me connaissent via le podcast, qui pensent à moi quand ils ont des sujets de content marketing. Ça, c'est arrivé plus d'une fois. Donc ça, c'est un premier vivier de potentiels clients. Et le deuxième, c'est en fait, c'est beaucoup LinkedIn. Enfin moi, LinkedIn, quasiment chaque semaine, je reçois entre 2 et 3 demandes, quoi. Alors parfois, ça mène à rien. Parfois, en fait, c'est juste la personne veut juste parler pour parler, etc. Mais globalement, c'est à peu près 2-3 suivant les semaines. C'est parce que ton réseau sur LinkedIn est étendu, tu as beaucoup de contacts. Ouais, et puis la visibilité qui fait que vu que j'essaie de publier régulièrement, tu vois, je republie l'événement, je republie d'autres contenus, des articles que je lis, etc. Ce qui fait que en fait, tu gagnes en visibilité parce que des gens vont liker, vont commenter, donc ça va ouvrir ton réseau et donc par effet boule de neige, quand les gens commencent à te revoir, quand ils ouvrent leur fil d'actualité, en fait, tu les marques. Exactement. Exactement. Et il suffit qu'ils aient besoin de cette compétence-là au bon moment. En fait, aujourd'hui, ils t'envoient un message et c'est ultra simple, quoi. Ouais, donc, j'ai eu 2-3 clients aussi par ce biais-là. Ouais. Par LinkedIn, j'étais très surpris. Ouais. Et donc, il y a. T'as pas vu pendant 3 c'est ça. Exactement. Si tu postes un truc par jour. Exactement. Ils pensent à toi, quoi. Ouais, mais moi, ça m'arrive. Des anciens. Des gens que je connaissais du lycée me recontactent aujourd'hui. Alors soit pour me dire c'est génial ce que tu fais, c'est trop cool, merci. Ou alors c'est d'ailleurs je viens de rentrer dans une boîte, j'aurais peut-être besoin de toi d'ici 6 mois. Je voulais juste te dire que on garde contact, quoi. Et il y avait un autre truc que je voulais te dire sur les clients. Et pas mal de clients aussi vont faire des recherches sur Malte. Donc me contactent après en direct. Donc, et là-dessus c'est intéressant, si je peux vous donner une bille. C'est, je ne sais pas si vous êtes sur Malte ou pas, indiquez le nom de vos clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai découvert lundi, là, j'avais un call et donc je demandais à cette personne-là qui me contacte sur LinkedIn comment est-ce qu'elle m'avait trouvé. Et donc elle me dit, je t'ai trouvé sur Malte, mais pas en cherchant ton nom, prénom, ni tes compétences, mais en se disant, moi, j'adore le ton j'adore le ton éditorial de Alan, qui est une start-up dans l'assurance santé. Et donc j'ai juste tapé Alan dans le moteur de recherche et en fait j'ai été le premier, j'ai bossé pour eux, donc c'était notifié dans mes clients. Donc en fait j'étais le premier à tomber dessus. Donc ça aussi c'est un truc, si je peux vous donner un conseil, c'est mettez à jour régulièrement en mettant juste vos clients, vous n'avez pas besoin de raconter des pavés, mais juste j'ai 15 clients, voici mes clients. Donc j'ai l'impression que le moteur de recherche, je ne sais pas comment il fait chez Malte, mais du coup je pense que ça peut jouer. Ouais. Et là on a quelqu'un qui est ultra mature si on parle marketing, dans le funnel. Il sait qu'il veut quelqu'un et en plus il est prêt à travailler avec quelqu'un qui a déjà bossé pour telle boîte parce j'ai même pas besoin de lui dire voilà comment je travaille, vraiment je fais du bon travail, etc. parce que j'ai juste à lui montrer ce que j'ai déjà fait pour ces clients-là, quoi. Donc voilà, c'est un petit truc qui peut être intéressant. Là. Je teste encore sur. Ça référence bien sur Google, non, on a l'impression. Bonne question. J'avoue que moi les premiers liens, c'est. Ton nom, par exemple, sur Google. Tu vas tomber sur mon site. Tu vas tomber sur Twitter, je pense, LinkedIn, et tu vas tomber, alors je sais pas pourquoi, Ouzbek Erika m'a référencé, donc voilà, mais Malte référence pas mal, ouais, parce que les profils sont ouverts et donc Google peut aller chercher de l'info là-dedans, donc ouais, c'est pas mal.